la soirée. Ça y est, je vous ai retrouvé. C'est bon. Ah, Voilà. bah super. Parfait. Bonsoir, madame. Voilà. Voilà. Ouais, je suis désolée, quelle galère. Alors, on va partir. Donc, Bon. voilà. Merci Ok. d'accepter donc, cette invitation. Et Bah, on avec est heureux plaisir. donc, d'être parmi nous cette soirée. Autour de nous, donc, on a représentants des parents d'élèves des FCPE, voilà, Très des bien. départements de Grand Est. Voilà, donc on a la présidente, Madame Natacha Puzanski, et aussi de Guy Pascal qui va être ma compagnie cette soirée pour Bonsoir. l'animation. Voilà, il est en face. Plus encore d'autres parents d'autres départements, que ce soit la Moselle, les Ardennes, et aussi donc, les Vosges, et aussi Meurthe et Moselle, avec d'autres D'accord. parents. Voilà, on est tous ensemble. Voilà, comme ça a été dit, donc, la FCPE, c'est une grande fédération des parents d'élèves qui se préoccupent naturellement toujours des orientations qui seront choisies pour l'école au Grand Est au cours de la prochaine mandature par l'équipe qui se mettra en place à l'issue des élections régionales. Et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle il a décidé d'interpeller toutes les têtes de liste des partis attachés aux valeurs républicaines qui se présentent aux élections régionales. Et il nous importe plus. Voilà, c'est pour ça que ce soir, on va débattre avec vous, voilà, sur les thèmes, voilà, que vous avez choisis, sur les 9 thèmes, les 4 thèmes que vous avez nous a envoyés aujourd'hui. Donc, pour nous, donc déjà, au nom de tous les administrateurs de la FCPE Grand Est qui sont présents ce soir, nous vous souhaitons, voilà, la bienvenue et vous remercions d'avoir accepté notre invitation et aussi de vous prêter à cet exercice d'entretien de capsule. Vous aurez en face de vous des représentants des départements, que j'ai dit tout à l'heure, présidentes, membres de bureau d'Alsace, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Marne, Haute-Marne, Meuse, Ardennes, etc., qui auront tous à cœur de relayer cet entretien dans leur département réceptif. Et c'est pour ça que je précise que cet entretien va être enregistré. Si vous étiez d'accord, voilà, pour accepter. Tout à fait d'accord. Voilà, merci beaucoup. Voilà, dans un premier temps, un petit rappel des règles d'intervention, voilà, pendant cet entretien qui va être enregistré. Afin que la séance se déroule dans les bonnes conditions, nous demandons au public présent avec nous de couper les micros et caméras. Et aussi, pour toutes les questions complémentaires, il faut les mettre sur le chat. Il y a donc Pascal, vous voyez, qui va essayer donc de traiter et en même temps choisir les questions pour les transmettre pendant le débat. Pour Madame Filippetti, pouvez-vous vous présenter d'abord devant les représentants des parents et nous présenter les idées générales de votre équipe? Bonjour et merci de m'accueillir ce soir. Donc Aurélie Filippetti, je suis la tête de liste régionale pour l'appel inédit, qui est un rassemblement des forces de gauche, qui est un rassemblement extrêmement vaste, qui va d'une partie du Parti socialiste à la France insoumise, en passant par le Parti radical de gauche, Génération, Place publique, aussi il y a des élus communistes avec nous. Enfin, on a tout l'éventail des forces de la gauche qui est représenté. Et dans notre programme, dans mon programme, il y a évidemment une dimension très importante qui est donnée à la jeunesse, puisque j'ai fait de la jeunesse ma priorité, avec un plan Marshall jeune. Alors, il y a des éléments de ce plan Marshall jeune qui sont des éléments, je dirais, financiers, et puis il y a des éléments qui sont plus liés à l'organisation, la structure de l'enseignement dans notre région. D'abord, je dois dire que les jeunes sont les principales aujourd'hui victimes collatérales de la crise Covid. On voit qu'ils ont beaucoup souffert de la pandémie et notamment des cours en distanciel. Moi, je suis enseignante par ailleurs puisque je suis prof à Sciences Po à Nancy et à Paris, et je vois, j'ai eu tous mes cours en distance depuis 1 an. Et on voit bien les effets délétères que ça a sur les jeunes. Donc, premièrement, je dirais dans les éléments de programme, il y a une mesure d'urgence pour moi très importante qui est que la région puisse financer de manière publique, donc pas avec des cours privés, mais puisse financer un accompagnement par du rattrapage scolaire en présence
les jeunes qui en ont besoin dans les lycées. C'est-à-dire ceux qui ont souffert des cours en distance et qui n'ont peut-être pas eu tous les acquis dont ils avaient besoin. Je veux que la région puisse financer cette compensation, enfin, en fait, un accompagnement scolaire en plus, qui se passerait dans les lycées de la région. Deuxièmement, plan Marshall Jeune, ça veut dire aussi un accompagnement dans le domaine de la santé pour que les jeunes puissent se soigner et qu'il y ait des infirmières et qu'il y ait des services de santé dans les lycées. Les lycées, c'est la compétence de la région. Donc, il faut qu'il y ait des services de santé dignes de ce nom dans les lycées, et notamment santé psychologique. Donc, avec un accompagnement psychologique des jeunes qui souffrent beaucoup et qui sont parfois en décompensation en ce moment. Donc, ça c'est dans les compétences de la région. Et c'est évidemment... Ah, attendez, je vais reprendre... Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que cette région est à destination de Luxembourg et les services de garde sur ville et Luxembourg sont terminus. Je vous rappelle également que les billets... C'est les avantages du direct. Voilà, donc le réservation obligatoire. Deuxième point, j'ai parlé des rattrapages scolaires, santé. Dans la santé, je mets aussi la question des cantines parce que moi, je veux que les cantines scolaires du Grand Est soient alimentées en circuit court et de 30% en bio. 30%, c'est tout à fait faisable et très rapidement avec le circuit des agriculteurs bio de la région. D'ailleurs, le conseil départemental dans le 54 l'a fait. Donc moi, j'ai déjà pris des contacts avec les agriculteurs pour qu'on puisse passer au bio à hauteur de 30% dans les cantines de la région, des lycées de la région. Mais bien sûr, avec du bio qui est produit localement aussi, hein, et donc avec le réseau des agriculteurs et le reste en circuit court. Donc ça, c'est très important et je le mets dans le domaine de la santé. Je reviens sur l'état des lycées, puisqu'on va parler un peu. Oui, pardon. D'accord, je suis rentrée trop dans le programme. Voilà. Donc, par rapport au niveau, donc on vous a demandé donc de choisir 4 thèmes sur les 9 thèmes qui étaient donc en rapport avec l'éducation. Surtout que on s'est rendu compte que sur les débats, les rencontres qui étaient avec toutes les listes des conseillers régionaux, on a entendu parler que du transport et de sécurité. On n'a pas entendu parler beaucoup de l'éducation. Et ça nous a surpris vraiment les parents. Donc les représentants des parents, FCPE et d'autres fédérations, ils étaient surpris que dans les débats, il n'y avait pas, ce thème-là n'était pas abordé. Alors qu'on sait que le budget de la région 2/3, ça rentre dans la mobilité, la formation, l'éducation, et malgré ça, ça a été fixé sur la sécurité. C'est pour ça qu'on vous a demandé donc, voilà, sur les 9 thèmes donc, qui étaient donc l'orientation, la formation, la mobilité, lycée 4.0, lycée vert, connectivité, restauration scolaire suite Covid-19 et le volet social. Vous avez proposé donc de parler aujourd'hui, ce soir, sur l'orientation, la formation, sur la mobilité de moins de 26 ans, lycée 4.0 suite Covid-19. Donc je vous laisse, voilà, à vous de commencer par le thème qui vous pouvez soit par l'orientation, formation, mobilité. Je vous laisse donc voilà, la parole pour commencer par tel ou tel thème. Sur la formation, je pense que, alors évidemment, la qualité de la formation, ça passe notamment par ce que j'ai dit, répondre à la crise Covid, donc par des cours de rattrapage. Deuxièmement, remettre à plat complètement la carte des formations professionnelles dans la région, parce qu'elles sont plus du tout adaptées aujourd'hui aux nouveaux besoins des jeunes. Et je pense en particulier à tout ce qui concerne les filières du recyclage, les filières de la transition écologique, la filière bois, mais aussi les filières du textile, les filières des métiers de la métallurgie. Et enfin, un domaine qui me tient à cœur, c'est les filières de la rénovation du patrimoine. C'est-à-dire qu'on a dans nos régions des magnifiques, des gens qui font des vitraux, des vitraillistes, on a des tailleurs de pierre, on a des charpentiers, on a des menuisiers, on a des gens qui font de la restauration du patrimoine historique. Et il faut qu'on ait des formations professionnelles pour les jeunes dans ces filières-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a une inadaptation des offres de filières. Parfois, il y a des filières qui ferment, comme la filière bois qui a failli fermer à Chaumont, alors qu'il y a des besoins. Il y a une filière, par exemple, dans le textile, dans les Vosges, ou à Troyes, ou à Mulhouse, ils ont besoin d'ouvrières piqueuses pour le textile dans des entreprises tout à fait, tout à fait d'avenir, très rentables, comme Jacquard Français, etc. Il n'y en a pas parce que ça n'a pas été prévu, alors qu'il y a des départs à la retraite qui arrivent. Il
Il y a le textile, les matériaux biosourcés, donc un mélange textile haute technologie. Enfin, là, je vous donne des exemples, Oui. mais c'est très important de remettre à plat les filières. Deuxièmement, la qualité de la formation, c'est aussi l'investissement dans la recherche et dans l'université. Et là encore, moi, j'augmenterai le budget de la recherche, il est ridicule dans la région. C'est 1,3%. On est les avant-derniers de toutes les régions de France. C'est un scandale. Donc, il faut passer ce budget de la recherche à 3%, au minimum. Ça veut dire que la région soutienne la recherche dans les universités publiques et dans les écoles d'ingénieurs, etc., toutes les écoles du supérieur de la région, mais en priorité pour le public. Et ça veut dire évidemment soutenir les labos, etc. Ça veut dire aussi accompagner les jeunes. Et là, je passe au volet orientation. C'est que si on crée, moi je veux créer un service public de l'orientation vraiment de pointe dans la région Grand Est, en travaillant avec les grandes universités de notre région, avec les grandes écoles, aussi évidemment avec le tissu économique, hein, bien sûr, en les associant, mais pas seulement avec eux, mais et puis avec nos voisins transfrontaliers, pour qu'on donne les informations aux jeunes dont ils ont besoin. En ce moment, il y a un scandale qui est évidemment celui de Parcoursup. Moi, je suis effarée par le scandale de Parcoursup et par le fait que chaque année, on envoie des jeunes à l'abattoir avec Parcoursup, on met des familles dans l'angoisse et on est en plein dedans. Eh bien, moi, si je suis élue présidente du Grand Est, mon service public de l'orientation, il s'occupera aussi d'accompagner les jeunes dans Parcoursup. Alors évidemment, tant qu'on n'est pas au gouvernement, on peut pas revenir sur Parcoursup. Mais tant que ça existera, eh bien, la région, elle peut justement aider les jeunes à se repérer dans cet embrouillamini qui est Parcoursup, qui est très, très, très injuste et très inégalitaire. Et donc, pour moi, ça sera aussi une des priorités en matière d'orientation. Enfin, dans les autres, je dirais, domaines de formation, j'insiste aussi sur les langues étrangères, parce que là, la région aussi peut jouer un rôle dans l'apprentissage de l'allemand et du luxembourgeois, nos langues de nos voisins frontaliers. C'est très important pour les jeunes qui se destinent à aller travailler au Luxembourg ou en Allemagne. Et donc, je ferai... je vois qu'il y a des camarades ardennais là qui sont là. Mais bon, le wallon, ça va, c'est le français, donc c'est bon. Mais en tout cas, ils peuvent aussi travailler évidemment au Luxembourg. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir former, donner un apprentissage public, là encore, hein, il ne s'agit pas de passer par des boîtes privées, des langues de nos voisins, parce que c'est aussi l'avenir professionnel de ces jeunes qui est en jeu. Oui, parce que donc, chaque fois quand on parle au niveau des formations en filière, par exemple au niveau de Grand Est, on a beaucoup de filières où on a un manque de main-d'œuvre. On a beaucoup, et pourtant, la région, c'est son rôle. Donc, d'accentuer, vraiment de pousser les lycées, d'introduire ces formations-là. Et comme ça a été dit, donc voilà, ça peut être pour le bois, pour d'autres qu'on a besoin au niveau écologie. Et ça, est-ce que vous pouvez apporter encore plus de l'aide par rapport à ces formations et en même temps renforcer. Voilà, donc l'image qu'on a souvent par rapport à des filières de formation qui nous portent encore plus, qu'on a besoin, mais parfois on essaie de prendre des risques, ou peur, voilà, par rapport à la demande, alors que c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que vous pouvez donc, voilà d'exemples que vous allez donner par rapport à ça? Madame Filippiti. Il semble que ce soit les aléas du direct. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, parce qu'il y a eu un petit moment de coupure. Oui. Ah zut. Alors donc, je disais, dans le textile, il y a un vrai besoin de formation avec des départs en retraite massifs qui vont arriver dans les années qui viennent, là, donc qui n'ont pas été anticipés actuellement par le Conseil régional sortant. De la même manière, dans la métallurgie, dans la sidérurgie, on considère que c'est des métiers du passé, alors qu'il y a évidemment des entreprises qui sont, et heureusement encore, très actives et avec des emplois à pourvoir. Le domaine du patrimoine, j'en ai parlé, mais je pense aussi au domaine du numérique et des nouvelles technologies, où on doit former davantage de jeunes à ces métiers des nouvelles technologies, à l'adaptation des nouvelles technologies aussi à d'autres filières. Et enfin, je dirais un mot particulier sur les métiers sanitaires et sociaux. Donc là, les formations...
Vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend bien. Les formations sanitaires et sociales, Là, c'est encore ça doit mieux. être une priorité parce que, on le voit, on manque considérablement de soignants. On manque de soignants et on l'a vu pendant la crise Covid. On a un manque en France, à l'échelle de la France, de plus de 200 000 soignants. Mais pour que les soignants, non seulement pour que les jeunes aillent dans ces filières, mais qu'ils y restent, eh bien, il faut augmenter les bourses pour les formations sanitaires et sociales, loger les jeunes et les loger aussi en début de carrière. Et donc, moi, je veux des maisons qui soient des maisons d'accueil pour les soignants, pour les loger dans des endroits aussi où ça permet de lutter contre les déserts médicaux. Enfin, il faut évidemment les transports gratuits, mais ça, je le ferai pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Tous les transports, pareil, seront gratuits et j'étendrai la gratuité ensuite sur une mandature à tous les habitants du Grand Est. Enfin, cette gratuité des transports, ça joue aussi pour les formations. Et puis, un accompagnement personnalisé dans les débuts de carrière des soignants, parce que malheureusement, ils sont très, très vite découragés en burn-out, parce que c'est très dur, c'est pas très bien payé, et c'est psychologiquement très difficile. Donc, il faut un accompagnement personnalisé et ne pas les laisser tout seuls dans la nature. Donc ça, c'est pour les formations sanitaires et sociales, où il y a vraiment aussi un énorme besoin. Voilà, donc quand on revient là, on vient d'entendre parler donc de mobilité et de transport, et surtout donc là que vous avez donc parlé que la gratuité des transports pour vous est un plan de Marshall. Alors que c'est quoi donc ça apporte quoi votre rôle? La Voilà, comment gratuité. apporter encore plus un flux de gratuité et mobilité? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. La gratuité des transports, pour moi, elle est indispensable pour les formations, pour les jeunes. Elle est indispensable pour chercher un travail. Elle est indispensable pour faire des études. Donc, c'est absolument indispensable que la région prenne en charge complètement le transport par rail, par TER, et puis les transports, quand il n'y a pas de TER, par les bus qui sont de la compétence de la région à l'intérieur entre villes de la région. Et donc, c'est pour ça que je prône la gratuité des transports tout de suite jusqu'à 25 ans, puis pour tout le monde sur une mandature. C'est pour moi, on ne peut pas demander aux gens d'être responsables du point de vue de l'environnement et ne pas leur donner les moyens de se déplacer autrement qu'en voiture. Ouais, maintenant, et ça sera financé oui. par la taxe poids lourd étendue à l'échelle du Grand Est. Ah, donc là, la suite par rapport, on s'est rendu compte, voilà, le Covid, ça nous a vu vraiment l'intérêt au niveau numérique. Et quand on parle de numérique, on parle de l'IC 4.0. Et l'IC 4.0, donc la région est la seule région qui a pu apporter, voilà, au niveau des lycées, donc un ordinateur pour chaque élève. Mais seulement le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y avait à côté? C'est-à-dire qu'au niveau, on a l'ordinateur, mais derrière, au niveau des parents, au niveau aussi donc, de connexion, des outils numériques, tout ça, ça a été des choses qui restaient encore, voilà, de manque par rapport aussi, donc parfois la région n'a pas pu, voilà, donc réagir d'une façon rapide, surtout le Covid, ça a accentué plus encore l'inégalité avec le lycée 4.0, alors qu'on avait la chance d'avoir cette possibilité-là pour travailler à la maison, pour aussi suivre les cours, voilà, hybrides, et malgré ça, on a encore plus, on a découvert des problèmes. C'est quoi votre proposition pour ne pas tomber encore dans les mêmes, voilà, situations, si on a des situations de cette manière-là, et aussi numérique pour les familles, pour les personnes, que ce soit dans les quartiers prioritaires, même dans des villages perdus, où manque de connexion, même que ce soit pour les étudiants, pour les élèves, pour les parents, ça a été difficile et parfois l'angoisse et aussi l'inégalité. Je vous entends pas. Alors pour moi, le lycée 4.0, c'est bien. Ah. C'est bon là? Oui, là c'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Bon. Le lycée 4.0, il faudrait encore que ça marche. Donc moi, je préfère parce que par exemple, les bornes Wi-Fi dans les lycées, elles ne marchent pas toujours. Non. Et donc, en attendant, puis en plus, il y a certains établissements qui sont encore dans des zones blanches ou mal desservies, etc. Oui. Donc moi, je veux qu'on donne des clés 4G aux élèves, clés 4G aux élèves. Enfin, je ne suis pas pour le tout numérique. Et notamment pour les livres scolaires, moi je suis pour que les équipes enseignantes aient le choix de leur support. Et personnellement, à titre personnel, je préfère les livres papier. Et d'ailleurs, à Sciences Po, à Nancy, on interdit les ordinateurs dans certains cours
parce qu'on voit que les jeunes, quand ils sont devant leurs ordinateurs, eh bien, en fait, ils ont beaucoup moins de concentration que lorsqu'ils ont un livre en papier ou bien simplement le contact avec le prof. Donc moi, je suis vraiment très, très, très critique sur le lycée 4.0 comme ça pour tout le monde et sans alternative. Je pense que le numérique en classe, c'est un outil, c'est un support qui doit être utilisé avec parcimonie, avec d'abord pour des choses bien précises, mais que ça ne peut. Enfin, je suis très inquiète en fait sur les apprentissages réels et sur comment dire ça, les biais cognitifs qu'entraîne l'utilisation massive, systématique du numérique pour tout. Voilà. Moi, personnellement, je le dis en tant qu'enseignante, et encore une fois, à Sciences Po à Nancy, maintenant, on en est au stade où on a décidé de faire un certain nombre de cours sans ordinateur pour les élèves. Donc, c'est pas pour rien. Donc, moi, en tant que présidente de région, je serais pour que les équipes enseignantes choisissent leur support pédagogique. Et ça peut être des livres papier. Et ceux qui voudront des livres numériques, qui préféreront les livres numériques ou les tablettes, ça peut être un complément, évidemment. On peut avoir des tablettes en complément, mais la tablette ne remplace pas l'enseignant, ne remplace pas le livre papier. Et là-dessus, franchement, moi, je suis extrêmement inquiète sur l'avenir qu'on prépare à nos enfants avec ce tout numérique comme ça. Donc, et voilà, c'est pour ça que donc, par rapport à ce qu'on vient d'entendre au niveau de lycée 4.0, c'est aussi donc ça nous fait parler de suite de Covid-19. Et pour le Covid-19, c'est là aussi, donc l'éducation a été touchée, au niveau des personnels, au niveau aussi, donc là, d'avoir les matériels pour apporter, pour aider donc les établissements, pour l'aération, pour aussi au niveau des outils et tout ce qui est pour les règles sanitaires. Tout ça, ça a été fort compliqué et difficile. Donc, pour ne pas encore pareil, revenir à ces problèmes, quelle proposition ou de quelle façon, voilà, il faut apporter encore, améliorer encore plus. Voilà, donc, pas que ce soit pour le personnel et aussi le matériel qu'il faut apporter encore plus pour les lycées, pour que la pédagogie et aussi donc, l'apprentissage passe encore mieux quand on arrive encore à avoir un problème encore comme le Covid. Voilà, quelle solution? Alors, déjà, pendant le Covid, les ENT n'ont pas fonctionné correctement. Donc ça, c'est aussi un énorme problème, c'est qu'il faudra relancer quand même très très vite un appel d'offres auprès des écoles d'ingénieurs de la région pour qu'ils nous fabriquent des logiciels, par l'intermédiaire de hackathon, des ENT qui fonctionnent. Voilà, et que ce soit fait par les étudiants et par les écoles d'ingénieurs du Grand Est. Ça, c'est indispensable parce que là, dans la crise, évidemment, c'était une situation d'urgence. Mais bon, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. D'autre part, pour les règles sanitaires, eh bien, il faut qu'il y ait une rénovation des lycées qui se poursuivent. Bon, il y a eu, je crois, une quarantaine de lycées qui ont été rénovés sous la présidence sortante, sur 357. C'est pas énorme, hein. Moi, je veux qu'on rénove tous les lycées qui en ont besoin, et y compris d'ailleurs des lycées de centre-ville qui sont souvent délaissés parce que c'est des monuments historiques, etc. C'est dommage. Et donc avec des règles sanitaires, aération notamment, aération extrêmement important, purificateur d'air, et puis des règles écologiques pour que justement il y ait des bâtiments qui soient économes en énergie, qui produisent leur propre énergie avec des panneaux solaires, etc. Et qui aussi soient aérés et soient spacieux pour les élèves afin d'éviter toute espèce de contamination liée à une trop grande promiscuité ou à une mauvaise aération. Et pour les personnels des cantines, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais comme je souhaite que les cantines passent au bio, au circuit court pour au moins 30% concernant le bio, ça veut dire aussi une formation qui serait prise en charge par la région pour les personnels des cantines scolaires afin de leur donner la possibilité de travailler et de préparer les repas sur place dans les cantines de nos lycées. Ça, c'est quand même la base en matière de bonne qualité de l'alimentation. Il faut revenir à des cantines qui font à manger, où les équipes font à manger sur place. Ouais, d'accord. Pascal, est-ce qu'il y a des questions qui sont données par des parents? Oui, effectivement, on va peut-être reprendre un petit peu l'historique. Il y avait une première question qui concernait en fait la partie orientation.
Très simplement, on voudrait connaître votre position par rapport au point de vue des filières spécifiques. Hein. Vous parliez de choses très intéressantes, effectivement, comme le bois, le recyclage, etc. J'en passe. Mais finalement, comment vous allez mettre en place le moyen pour faire connaître ces filières spécifiques auprès des élèves et puis tenter de leur donner envie, tout simplement. Justement, c'est ça le rôle du service public de l'orientation, c'est de pouvoir passer dans les lycées et puis faire dans les établissements. Et encore une fois, il y a un certain nombre d'établissements, ça veut dire aussi passer en amont dans les collèges, en travaillant, et puis faire des opérations de communication à destination des jeunes, hein, pour leur dire, voilà, dans notre région, on a tel type d'entreprise, organiser des visites sur le terrain, organiser, faire des vidéos, faire appel à d'autres jeunes par un système de tutorat, afin que des jeunes qui sont déjà dans certaines filières professionnelles ou bien universitaires puissent aller à la rencontre des jeunes au niveau collège ou bien ensuite lycée pour les aider existe. Et enfin, il faudrait mettre en place une banque des stages à l'échelle de la région pour aider là aussi les jeunes qui recherchent des stages. Et on sait qu'en ce moment, c'est particulièrement difficile à cause de la crise et les suites de la crise du Covid, particulièrement difficile pour les jeunes de trouver des stages. Mais moi, je suis favorable à ce que l'on crée des emplois jeunes, c'est-à-dire des emplois aidés mais à destination des jeunes, dans notre région pour un certain nombre d'activités qui sont notamment ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le rattrapage scolaire des cours qui n'ont pas été faits en présentiel, mais aussi des travaux dans le domaine, auprès de collectivités locales, auprès d'associations, comme les emplois jeunes qu'on avait auparavant et qui ont été supprimés sous Nicolas Sarkozy. Pascal, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Oui, concernant l'orientation, toujours, effectivement, donc c'est une compétence de l'éducation nationale. Comment voyez-vous en fait le partenariat comment voyez-vous ce partenariat dans l'orientation? En travaillant avec les rectorats, parce qu'on sait très bien qu'il y a une complémentarité sur des filières professionnelles, par exemple. Il faut absolument que la région ait son mot, que le conseil régional ait son mot à dire. Mais d'ailleurs, il y a des instances de concertation qui existent entre le rectorat et le conseil régional. Le service public de l'orientation, il mettra autour de la table des acteurs et des professionnels de l'éducation nationale. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut être des responsables évidemment du tissu économique, mais aussi, moi j'insiste là-dessus, des responsables associatifs, des responsables d'institutions publiques, de type institutions culturelles par exemple. Il faut qu'on ait une pluralité d'acteurs. C'est pas seulement l'entreprise qui doit décider de la formation des jeunes de demain, parce que les jeunes, ils peuvent avoir des carrières extrêmement variées, et donc le service public de l'orientation, il doit englober un certain nombre de choses. Et puis, il faut aussi avoir des études économiques précises sur certaines filières pour éviter. Moi, j'ai été extrêmement surprise de voir que, en fait, dans le domaine du textile, qui est quand même l'une des grandes industries de notre région, il n'y avait rien qui était prévu. Ouais. Nous avons une petite coupure. Oui. Parce que j'arrive à Thionville, qui est la gare où je descends. C'est pour ça. D'accord. Je vous écoute très bien. Voilà. On vous empêche pas de descendre au moment opportun. Ah non, parce que sinon je vais finir à Luxembourg, donc c'est embêtant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on revient pour donc la question qui vous concerne, surtout par rapport à si vous êtes élu, comment envisagez-vous le partenariat avec les fédérations des parents d'élèves? Et alors, aussi, pour moi, profession de foi aussi. Pour moi, ça fait partie vraiment de la démocratie en continu que j'appelle de mes voeux.
C'est-à-dire, je pense que le Grand Est, il n'a pas un problème de taille, il a un problème de gouvernance, de pilotage, de manière de faire de la politique. Et la démocratie en continu, ça veut dire travailler avec les responsables associatifs en permanence sur le terrain. Et ça veut dire qu'il y ait une concertation permanente des instances qui associent les représentations de parents d'élèves, par exemple, pour les établissements scolaires, mais aussi pour définir des orientations de la région, par exemple en matière de formation, d'orientation. Il n'y a pas de bonne orientation possible sans une implication des parents. Le rôle des parents, il est essentiel dans le choix et dans le soutien aux jeunes dans son choix d'orientation. Donc, c'est indispensable que les parents soient associés au service public de l'orientation et qu'ils aient un rôle tout à fait d'acteur à part entière dans la détermination des filières d'avenir, mais aussi des besoins des jeunes. Les parents connaissent très bien les besoins de leurs jeunes, même si évidemment les jeunes ont aussi envie de s'exprimer directement et sans passer toujours par leurs parents. Mais enfin, c'est quand même, on sait très très bien effectivement qu'il n'y a pas de, tout ne peut pas venir d'en haut, tout ne doit pas venir d'en haut. La reconquête démocratique, c'est une reconquête qui passe par une démocratie de contractualisation avec les collectivités locales et de concertation permanente avec les associations et notamment les associations de parents d'élèves. Pascal, est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant de... Oui, tout à fait. Il y a quelques questions qui arrivent. Voilà, donc on avait parlé de partenariat tout à l'heure avec les représentants des parents, donc pour ces régions du Grand Est. On avait aussi une question là. L'école supérieure de textile des Vosges est fermée depuis plusieurs années. Envisagez-vous l'ouverture de nouveaux établissements ? Moi, j'aimerais beaucoup, absolument, parce que je trouve que c'est une filière magnifique et aujourd'hui, on développe des applications à travers les nouvelles technologies à partir du textile, qui sont en fait du Made in Grand Est en plus, parce que le textile, c'est quand même l'un de nos savoir-faire majeurs. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir réouvrir, en tout cas, une grande filière de formation aux métiers liés au textile. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos parents ? Oui, est-ce que d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ou bien voilà, une remarque par rapport à telle ou telle réponse, si vous avez, donc n'hésitez pas, c'est le bon moment. Profitez, surtout que Madame Filippetti, elle est vraiment ouverte pour répondre à toutes les questions. Je suis disponible, je suis là, je vous écoute. Je vais juste sortir, mais voilà. Oui. Bien, je pense qu'on a fait globalement le tour. Oui. On va pouvoir conclure cette capsule qui va être... C'est ça, donc surtout demander dernier mot à Madame Filippetti sur voilà, profession de foi, ce qu'ils pensent par rapport en général, par rapport à l'éducation et la région Grand Est. Je pense que j'ai été claire sur le fait que pour moi, l'éducation est vraiment la priorité. La jeunesse, c'est la priorité. L'éducation, c'est mon métier et c'est vraiment une passion. Et les jeunes ont besoin aujourd'hui que la région se concentre sur ces compétences essentielles que sont justement la formation professionnelle. Bien sûr, ça ne concerne pas que les jeunes. Enfin, ça concerne beaucoup les jeunes. Il faut absolument aujourd'hui redonner toute leur place à notre jeunesse dans la définition des politiques de la région. Ça veut dire refondre le service public d'orientation. Ça veut dire remettre à plat l'ensemble de la carte des formations professionnelles, en lien évidemment avec les savoir-faire du Grand Est, avec le produire local, le produire Made in Grand Est. Ça veut dire aussi traiter les difficultés sociales, la précarité croissante des jeunes par ce plan Marshall de la jeunesse, par un accompagnement en matière de santé d'une manière très personnalisée. Et puis, ça veut dire réparer ce qui a été
abîmés par la crise du Covid, par l'éloignement, par le distanciel. Et donc, ces cours de rattrapage auxquels je tiens beaucoup. C'est pour ça donc cet entretien arrive à sa fin. Et on a une dernière petite question surprise. Qui est arrivée. Alors, ouais, mais voilà. Alors, Madame Felipetti, elle va pas être très très compliquée cette question. Elle est très simple. Supposons que effectivement vous soyez élu. Concrètement, la gratuité des transports serait-elle effective dès la rentrée scolaire 2021 en septembre, sachant qu'on a des parents qui ont appris de facto la mauvaise surprise de l'augmentation des transports du fait du projet qui avait été initié par le Grand Est. Et effectivement, sur une famille des fois concernée jusqu'à 3 enfants, ce qui arrive d'une manière assez classique, c'est pas des petits budgets comme on dit. Donc voilà, la question elle reste très simple. À la rentrée, si vous étiez élu, est-ce que les transports seraient gratuits tout simplement? Alors, vous voyez, je sais bien parce que comme je suis dans une gare, en plus pour parler de ça, vous voyez que moi je fais ma campagne en train. Donc les transports seront gratuits dès la rentrée, dès cette rentrée là, septembre 2021, pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans, pour ce qui concerne le transport par le train et pour les transports interurbains régionaux qui dépendent de la région, pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. Et j'attire vraiment votre attention sur le danger qu'il y a dans la politique de Jean Rottner de privatiser des lignes de train. Il y a déjà 2 lignes de train qui sont ouvertes là, à la privatisation de l'eau. Il y en aura sans doute un 3e qui risque de concerner Reims, Fismes. Et ça veut dire la privatisation, ça veut dire à terme l'augmentation des prix pour les usagers. Ça, c'est absolument certain. Et ça veut dire la dégradation du service public des transports. Donc vraiment, je suis farouchement opposée à cette ouverture à la concurrence. Même les Anglais reviennent là-dessus. Et donc, il n'y a pas du tout de fatalité à ça, puisque dans les régions qui sont pilotées par la gauche aujourd'hui, eh bien, il y a eu un refus, au moins jusqu'en 2030, de toute ouverture à toute privatisation. Donc, on nous dit que c'est de la faute de l'Union européenne, mais c'est pas vrai parce qu'en fait, les régions peuvent tout à fait refuser. Donc ça, on remercie surtout qu'on est content d'entendre des propositions parce que, comme j'ai dit au début, que la campagne était rythmée sur les élections régionales, sur les transports et sur la sécurité. Et c'est rare qu'on avait entendu des propositions sur l'école, sur l'éducation, sur vraiment la jeunesse. Et ça nous permet vraiment de voir que donc on peut compter sur les personnes qui peut-être s'ils sont été choisi pour être président de conseiller régional, à ce moment-là, on peut développer donc ces propositions. Et donc, on termine donc là pour beaucoup vous remercier d'avoir joué le jeu des capsules avec nous et nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Et j'espère donc qu'on aura d'autres occasions pour se rencontrer, discuter et aussi donc ce qui est plus pour la FCPE, c'est la réussite de la jeunesse et surtout donc, de garder l'école publique. Parce que donc, nous, on est en train d'avoir vraiment peur qu'on est en train de perdre cette mixité, cette égalité, que c'est un jour, il n'y aura plus d'école publique. Et ça, donc, on a besoin des personnes qui sont derrière pour nous aider, pour aussi renforcer cette mixité, cette égalité et surtout de protéger l'école publique. On vous remercie beaucoup et on remercie aussi les parents qui étaient donc avec nous aujourd'hui. Et on continuera toute la semaine pour accueillir les autres conseillers régionaux pour parler aussi par rapport à ces thèmes-là. Et merci beaucoup. Et je donne la parole à la présidente de la FCPE s'il y a quelque chose à ajouter dans cette discussion. Eh bien, écoutez, Madame Filipetti, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre échange, de nous avoir apporté énormément d'informations par rapport à votre programme. On espère que le dynamisme que vous nous avez présenté ce soir portera ses fruits, mais en tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu et en espérant peut-être un partenariat ou un travail ensemble en commun ultérieurement. Avec grand plaisir. Moi aussi, je partage vos inquiétudes sur la privatisation. C'est sûr, mais enfin, il y a aucune fatalité à ça.
Et on a vraiment dans le Grand Est des atouts formidables. Donc, voilà, et bon courage à tous vos jeunes, hein, parce que c'est vrai que la période est difficile pour eux. Et donc, voilà, je le sais en tant que prof, ils ont beaucoup souffert, nos jeunes. Donc, voilà, bon courage à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Et bien. Au revoir. Au revoir. bon courage et bonne continuation pour Merci beaucoup, madame. l'élection. Merci. Merci beaucoup.